En politique, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Bien. Alors le problème avec Machiavel, c'est que tout le monde croit connaître la pensée de Machiavel à partir de l'adjectif qu'on a tiré de son nom, machiavélique. Hein, Stéphane l'a dit tout de suite. Or, il se trouve qu'au même titre que pas mal d'autres philosophes, je pense à Épicure, à Marx, à Descartes et autres, des penseurs dont on a tiré un adjectif comme ça, à partir de leur nom, en général, il n'est pas sûr qu'on rende vraiment justice à leur pensée dans ce que l'on met dans cet adjectif que l'on tire de leur nom. Bon. D'ailleurs, on peut noter que la formule que je vous ai donnée, qui est dans le titre, la fin justifie les moyens, qu'on attribue à Machiavel, en réalité n'a jamais été écrite par Machiavel. Alors, pour autant, elle est à peu près cohérente avec ce que dit Machiavel, mais il se trouve que lui-même ne l'a jamais écrite telle qu'elle. Bien. Ce qui fait qu'il faut qu'on porte de l'intérêt, qu'on s'arrête un tout petit peu, ou moins qu'on soit attentif au fait que dans notre question, la question porte bien la mention « en politique, la fin justifie-t-elle toujours les moyens ?» Je veux dire par là qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels la question ne se pose pas, parce que la réponse serait par exemple clairement « oui ». Je veux dire par là, notamment, un projet économique, justifie-t-il qu'on y mette les moyens? On peut dire « oui ». Ça peut être facile à répondre. Bon. Et puis il y a d'autres questions, par exemple, qui elles, au contraire, justifieraient une réponse plutôt non. Par exemple, si je me demande, est-ce que pour éviter que mon voisin ne m'embête en faisant du bruit le soir, je peux le tuer par exemple, est-ce que si j'y mets ces moyens-là, il n'est pas évident qu'on me réponde oui? Vous voyez, enfin, a priori, la fin là ne justifie pas les moyens. Bon. Alors donc, il faut qu'on s'interroge sur cette question en ne perdant pas de vue que la question c'est bien en politique. La fin justifie-t-elle toujours les moyens? Pourtant, il se trouve que le sens même que nous donnons généralement à l'adjectif machiavélique trahit la réponse simple que nous serions tentés de donner à cette question. Parce que l'individu machiavélique, qu'est-ce qu'on met dans cet adjectif-là? Ben, on met là-dedans la représentation d'un homme qui est manipulateur, qui utilise des tas de stratagèmes, des tas de ruses très sournoises, qui va peut-être utiliser les individus les uns contre les autres, d'accord? Qui va anticiper les réactions des uns pour justement leur jouer un tour au final. Bon. Au bout du compte, c'est un homme qui est calculateur, qui agit froidement, sans haine, sans doute, mais d'une manière extrêmement raffinée et très subtile, et qui va même prendre plaisir à la fin à montrer aux autres les stratagèmes qu'il a utilisés contre eux, à montrer la puissance de sa subtilité et de son intelligence. En gros, pour le dire très très vite, le machiavélique, c'est quelqu'un qui agirait par goût du mal et qui aurait donc quelque chose forcément de diabolique. Intéressant que les deux adjectifs, évidemment, aient un peu la même sonorité. Bon. Alors, il semble assez difficile d'enfermer tous les responsables politiques dans une telle lecture de l'adjectif machiavélique, quand même. Sans doute qu'ils ne sont pas tous très glorieux, les uns les autres, mais quand même, en faire des gens diaboliques, absolument, ça paraît quand même un peu gros. Et puis, de l'autre côté, on sait qu'à l'inverse, il y a certainement des êtres machiavéliques qui ne sont pas nécessairement des hommes politiques, ou des femmes politiques. D'accord? Donc, pour essayer de répondre à cette question, il faut comprendre dans quelle mesure Machiavel, la pensée de Machiavel, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que nous mettons dans l'adjectif machiavélique. Je vous cite une toute petite formule d'un auteur qui s'appelle Paul Valadier, qui a écrit ce petit ouvrage Machiavel, ou la fragilité et la fragilité du politique, et qui dit la chose suivante: le machiavélisme est l'âme damnée de Machiavel. Alors, ce qui fait que il ne faut donc pas qu'on réponde trop vite à notre question de départ, et pour éviter de répondre trop vite, il faut commencer par éviter de projeter nos schémas de pensée sur Machiavel, sur ce que l'on croit savoir de Machiavel, et en particulier à partir de cet adjectif machiavélique. D'accord ? Pour ça, il faut que nous comprenions
l'analyse que Machiavel fait de la chose politique. Et pour comprendre l'analyse que Machiavel fait de la chose politique, il faut que nous comprenions dans un premier temps comment Machiavel analyse le monde, et en particulier donc le monde humain. Qu'est-ce que Machiavel voit dans le monde humain, dans le monde dans lequel nous vivons. Je vous propose une lecture, donc, enfin, un travail en 3 moments. Le premier moment, donc, je l'ai intitulé « Le monde humain ». Qu'est-ce que Machiavel voit dans ce qu'on peut appeler le monde humain? Alors, une toute petite précision que je n'ai pas faite encore, mais qui est importante quand même, c'est que Machiavel n'est pas véritablement un philosophe. Il fait partie de la famille de ceux qu'on reconnaît dans les philosophes, et il est au programme de tous les cursus philosophiques. Mais en réalité, c'est d'abord un personnage politique. Il est né en 1469. Il a exercé des fonctions diplomatiques pour la République de Florence. Et alors, des fonctions diplomatiques de 1498 à 1512. Date à laquelle il a été écarté du pouvoir, d'accord, et où il a commencé à composer Le Prince, l'ouvrage le plus connu, hein, dont tout le monde a entendu parler forcément. Il est mort en 1527, et donc il se trouve que les 2 œuvres les plus connues de Machiavel, à savoir le discours sur la première décade de Tite-Live, qui est paru en 1531, et Le Prince, qui est paru en 1532, sont donc 2 œuvres posthumes. D'accord ? Ce ne sont pas des théories philosophiques du pouvoir politique, de la chose politique, mais ce sont des œuvres qui vont faire absolument rupture dans ce début de XVIe siècle avec la conception qu'on se fait de la politique à cette époque-là. Donc, pour comprendre quelque chose à Machiavel, il faut commencer par faire un tout petit détour par cette représentation qu'on se fait de la politique à l'époque. Dans la pensée de l'époque, la politique est perçue totalement ou presque à travers le prisme de la religion chrétienne. Et en particulier à travers ce qu'on appelle l'augustinisme politique, c'est-à-dire la pensée politique de saint Augustin. Saint Augustin, c'est 354-430. Alors ça date quand même à cette époque, hein, puisqu'on est plus de 1000 ans après saint Augustin, mais toute la pensée européenne occidentale est véritablement imprégnée d'augustinisme, de la pensée de saint Paul également, etc. Selon saint Augustin, la politique et les institutions humaines en général n'ont qu'une finalité, c'est d'accomplir sur terre ce qu'il appelle la cité de Dieu, du titre d'un de ses grands ouvrages. C'est-à-dire, en somme, de racheter le péché originel et ainsi de sauver les hommes en les rendant moralement bons. Je simplifie à outrance, évidemment, parce que la cité de Dieu, ça doit faire 3000 pages au moins. Là, en 2 phrases, évidemment, c'est scandaleusement insuffisant, mais enfin, vous me comprenez à peu près. Alors, de ce point de vue, ça veut dire que le contenu de la politique est donc totalement inspiré par la morale chrétienne. Il suffit au prince qu'il fasse preuve des qualités morales prônées par la religion, l'honnêteté, la sincérité, la miséricorde, la justice, etc., pour que la politique qu'il mène soit bonne. L'exercice du pouvoir est donc totalement mis au service de la morale, très important évidemment pour comprendre Machiavel. Et la politique est tout entière subordonnée à la religion, l'ordre politique étant lui-même voulu par Dieu. Saint Augustin élabore de cette manière d'ailleurs une véritable philosophie de l'histoire, puisque à son jugement, chaque système politique est considéré comme une étape nécessaire dans l'accomplissement de la providence divine. Les hommes ont péché, ils subissent des épreuves, tous les systèmes politiques sont là pour améliorer, il y a les guerres, il y a les massacres, il y a tout ce que vous voulez, mais tout ça est fait pour le bien des hommes, puisque à la fin, ils seront rachetés dans le cadre de cette providence divine. Donc l'histoire est une suite d'événements nécessaires au rachat de l'humanité qui a péché, et dans cette perspective, les autorités politiques sont évidemment incontestables, puisqu'elles sont instituées par Dieu. D'accord ? Remettre en cause de telles institutions, c'est forcément remettre en cause Dieu lui-même. Bon.
Il y a une autre pensée de référence à cette époque, c'est la conception grecque de la politique. On est à l'époque de la Renaissance et donc on revient à des choses qu'on a laissées de côté depuis la Renaissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment, parce que sinon on aurait besoin de la nuit et bien plus même au-delà. Mais il se trouve que, au-delà des grandes différences qu'on peut trouver entre Platon et Aristote, pour prendre les deux blocs massifs là, ce qui caractérise cette conception grecque, c'est qu'elle est fondée sur une représentation de la place des hommes au sein de la nature. Chez Aristote en particulier, il y a un ordre naturel dans lequel chaque chose est à sa place, en vertu d'une finalité qui lui est propre. Or, comme vous le savez sans doute, l'homme, pour Aristote, c'est l'animal politique. C'est-à-dire l'animal qui est fait, politique vient de polis évidemment, l'animal qui est fait pour vivre en cité, qui n'accomplit sa finalité, qui est d'atteindre le bonheur, que s'il vit dans la cité, c'est-à-dire en relation avec d'autres êtres humains, pour pouvoir établir ensemble les critères du juste et de l'injuste. D'accord ? On constate que dans ces deux conceptions, la conception grecque et la conception chrétienne, la réalité humaine est pensée en fonction d'un idéal à atteindre, pensée chrétienne, ou d'une finalité à accomplir, pensée grecque. Dans un cas, l'homme est imparfait et doit s'améliorer moralement grâce à l'ordre politique providentiel voulu par Dieu. Dans l'autre, l'homme doit se réaliser totalement à travers un ordre politique qui est l'accomplissement institutionnel de l'ordre de la nature. Alors Machiavel voit dans ces conceptions-là des théories qui imaginent l'homme plutôt qu'elles ne l'étudient dans sa réalité. Au chapitre 15 du Prince, donc j'ai une édition, les éditions du Prince, il y en a pléthore, on en a 3 ou 4 à la maison, mais voilà, il y en a plein. Au chapitre 15 du Prince, il écrit une formule bien connue, « Mais mon intention étant d'écrire choses profitables à ceux qui les entendront, il m'a semblé plus convenable de m'en tenir à la vérité effective de mon sujet qu'à ce qu'on imagine à son propos. » D'accord ? En italien, pardon, excusez-moi, ça fait « la verità effettuale della cosa », je ne sais pas si ça se dit comme ça, enfin, hein, vous voyez à peu près ce que ça donne. La vérité effective de la chose, en quelque sorte. Bon. C'est ça le sujet d'étude de Machiavel, c'est-à-dire penser la politique, non pas à partir d'un idéal d'homme bon ou d'un homme accomplissant sa nature vertueuse dans le grand ordre du cosmos, mais penser l'homme sur la base de la réalité effective des hommes. Ça veut dire que donc, cette réalité effective des hommes, il faut l'étudier en elle-même, et Machiavel va en effet se livrer à cette étude des hommes, et en particulier, il va faire cette étude sur 3 points fondamentaux. Je vais retenir simplement 3 éléments qui nous permettent de bien comprendre la compréhension que Machiavel a de l'être humain. Ce sera d'abord à partir de ce que Machiavel appelle la fortuna. Ce sera ensuite une réflexion sur la nature profonde des êtres humains. Et puis ce sera enfin sur la compréhension de ce qu'est une société humaine. Vous allez voir que sur ces 3 points-là, il révolutionne beaucoup de choses quand même. Alors, premier argument, on est toujours dans la description du monde humain, puisque ce seront ces 3 points qui permettront de comprendre le monde humain en général. La réalité humaine pour Machiavel se caractérise par son instabilité. Ce qui nous éloigne du coup totalement du monde de Saint-Augustin et du monde d'Aristote. Parce que cette instabilité du monde humain, elle vient du fait que ce monde il est soumis à ce qu'il appelle donc la fortuna. Alors la fortuna, on traduit facilement par fortune, sauf que parfois on garde le terme italien, parce que justement le mot fortune ne rend pas totalement justice à ce que veut dire Machiavel là-dedans. Fortune, ça va être rapidement la chance, le hasard, et des choses comme ça. Il se trouve que au chapitre 25 du Prince, Machiavel explique ce qu'il entend par fortune, et il l'explique en faisant une analogie avec un fleuve. Je vous lis un passage un tout petit peu long, mais vous allez bien comprendre pourquoi.
Je compare la fortune à l'une de ces rivières torrentueuses qui, dans leur colère, noient alentour les plaines, détruisent les arbres et maisons, dérobent d'un côté de la terre pour la porter ailleurs. Chacun fuit devant elle, tout le monde cède à leur fureur, sans y pouvoir mettre rempart aucun. Malgré cela, les hommes, quand le temps est paisible, ne laissent pas d'avoir la liberté d'y pourvoir par digue et par levée, de sorte que, si elles croisent une autre fois, ou elles se dégorgeront dans un canal, où leur fureur n'aura point si grande licence et ne sera pas si ruineuse. Ainsi en est-il de la fortune, qui montre sa puissance aux endroits où il n'y a point de force dressée pour lui résister, et qui porte ses assauts aux lieux où elle sait qu'il n'y a point de digue ni de levée pour lui tenir tête. Vous avez entendu ici, Machiavel, il insiste bien sur deux points. D'abord, les hommes ont une tendance naturelle à ne rien faire que fuir lorsque les rivières torrentueuses sortent de leur lit. Devant la fureur de leur débordement, les hommes se trouvent alors dans la situation, je cite de nouveau, de ne pouvoir mettre rempart aucun. Bah oui, dès que c'est en crue, on ne peut plus mettre de rempart. Donc il y a un constat d'impuissance devant le cours des choses. Sauf que, d'autre part, ça c'est terrible parce que c'est un piège en fait. Hein. Je reprends. Sauf que d'autre part, Machiavel accuse également les hommes de n'avoir rien fait pour prévenir cette situation. Quand le temps est paisible, dit-il, que la rivière donc coule tranquillement dans son lit, c'était à ce moment-là, évidemment, qu'ils avaient la liberté d'y pourvoir par digue et par levée. Donc, les hommes ne sont pas tant impuissants devant le cours des choses qu'imprévoyants. Parce qu'ils peuvent agir, non pas quand le sort leur est défavorable, ou quand le cours des fleuves leur est défavorable, mais quand il est paisible. Ce qui fait qu'on comprend ici que la fortuna ne peut donc être pensée qu'en rapport avec la faculté de décision, d'action ou de réaction dont disposent les êtres humains. Si l'on n'est plus dans la représentation rassurante d'une histoire providentielle à la Saint-Augustin, ou d'un monde naturellement ordonné à la Aristote, alors les hommes doivent comprendre qu'il leur faut lutter en permanence contre la tentation de passivité et de fatalisme qu'il y a en eux, en agissant tout le temps, en prenant des initiatives, soit contre la fortuna quand elle est néfaste, soit en suivant son cours ou en bénéficiant de son cours lorsqu'elle est positive. Cette faculté qu'ont les hommes d'agir, qu'ils devraient avoir d'agir en permanence, c'est ce que Machiavel va appeler la virtu. Là aussi, je le prononce comme ça, plutôt à l'italienne ou en latin, parce que si on traduit directement par le mot « vertu » en français, on va projeter sur ce mot quelque chose qu'on entend, nous, dans le mot « vertu », qui a une connotation morale extrêmement forte, alors que bien évidemment, au contraire, Machiavel va vider ce mot de toute sa connotation morale. Donc, qu'est-ce que c'est que la vertu, si on considère ça comme cette puissance d'agir, de réagir, de prévenir, etc. Eh bien, c'est une forme de lucidité sur le monde tel qu'il va. C'est une puissance qui relève d'un effort intellectuel. L'expression est empruntée à Paul Valadier également. Paul Valadier parle d'un travail de l'intelligence qui sait prendre la mesure du moment concret de l'histoire dans lequel on se trouve. Or, il se trouve qu'elle est évidemment différemment répartie chez les hommes, la vertu. Il y a des hommes qui vont être prévoyants, d'autres non, qui vont savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, pas d'autres. C'est ça qui va faire la figure de ce que Machiavel va appeler le grand homme politique, celui qui va vraiment disposer de vertu. Et là, je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui se disent, alors il parle de qui là? Il parle de machin, il parle de truc. On va en parler tout à l'heure de ça. Selon l'expression de Machiavel, la fortuna doit agir comme, je cite, aiguillon de la nécessité.
Ça veut dire que l'homme qui est doué de vertu a le sens donc de l'intuition. Il a le talent d'anticiper, d'analyser les rapports de force, de réagir devant des situations parfois totalement inattendues. Il peut même y avoir dans l'action de l'homme politique en particulier, peut y même y avoir une forme d'irrationalité. Irrationalité non pas au sens de folie, mais au sens de cette contrainte dans laquelle on est de devoir prendre une décision maintenant, tout de suite, quasiment sans réfléchir. D'accord ? Le but de cette pratique, le but de l'action qu'on va avoir en faisant usage de cette vertu, ce sera de réussir à contenir une communauté, je vais y venir de manière plus précise tout de suite, et de la faire durer donc dans un monde qui, comme vous l'avez compris, est un monde instable, imprévisible et naturellement déliquescent. Parce que la fortuna, c'est ça, c'est le cours naturel des choses, et si on ne fait rien, ça part à volo, c'est le cas de dire. L'autre... pardon, excusez-moi. Deuxième élément dans notre description du monde humain. Le sens de l'action politique, si on parle de la vérité effective de la chose, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, le sens de l'action politique ne peut être compris que si l'on connaît la réalité des êtres humains eux-mêmes, de la nature des êtres humains eux-mêmes. Et il se trouve que là, il faut être sans concession, nous dit Machiavel. Il faut bien regarder les hommes tels qu'ils sont. Les hommes et les femmes, d'ailleurs, il n'y a pas de raison que... Bon. Les hommes et les femmes tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et alors là-dessus, le portrait que fait Machiavel, ce n'est pas forcément très réjouissant pour nous. Au chapitre 17, il dit la chose suivante. « Car il est une chose qu'on peut dire de tous les hommes, qu'ils sont ingrats, changeants, dissimulés, ennemis du danger, avides de gain. » Juste un peu plus loin dans le texte, il nous dit « Les hommes sont méchants. » Voilà, ça c'est fait. C'est-à-dire cupidité, convoitise, tout est là. En fait, il dit une chose très simple. C'est que les hommes ne sont pas vertueux par nature. Ou pour le dire autrement, ils adoptent des actions vertueuses seulement s'ils y sont contraints. D'accord ? La contrainte, d'ailleurs, qui obtient le plus efficacement ce genre de conduite vertueuse, qui va permettre aux hommes de vivre à peu près ensemble, eh bien c'est la loi ou l'autorité politique qui va permettre de l'obtenir. Si on renverse la chose, ça dit une chose extrêmement simple, à savoir que si les hommes avaient naturellement une conduite vertueuse les uns vis-à-vis des autres, ben, il n'y aurait pas besoin de politique. Il n'y aurait pas de politique. Il n'y a de la politique que parce que les hommes ne sont pas vertueux par nature. En somme donc, la fin même de la politique, le but, la seule mission qui est donnée en quelque sorte aux princes et aux institutions politiques, c'est de contenir les hommes qui, sans loi, sans frein, exprimeraient autrement leur méchanceté les uns à l'égard des autres. Qui serait cette méchanceté qui est inspirée par leurs pulsions, par leurs intérêts, par leurs passions, leur égoïsme, etc., etc. La politique, donc, n'existe que pour permettre la vie humaine en communauté ou que pour protéger les hommes contre eux-mêmes. Donc, le politique qui suit les conseils de Machiavel ne se place pas tant dans le domaine du machiavélisme avec sa dimension immorale qu'on lui prête généralement. Parce qu'en réalité, ce que fait Machiavel, c'est qu'il sépare la préoccupation morale de la préoccupation politique pour faire de la politique une pratique amorale. Dans l'optique donc, selon laquelle la fin justifie les moyens, le prince est donc certes susceptible d'utiliser des moyens cruels, des moyens violents, mais il n'est pas censé avoir de telles pratiques pour son plaisir, pour son avantage propre, pour une satisfaction sadique, par exemple. Tiens, sadique, ça aussi, c'est un adjectif tiré d'un nom propre. Je reprends encore une fois une formule de Paul Valadier qui dit la chose suivante, c'est en gros la réponse à notre question, et puis après on peut rentrer chez nous. Enfin non, j'ai pas fini encore. Il dit la chose suivante, Paul Valadier, canaliser le chaos est donc la fin qu'il faut vouloir par-dessus tout,
et qui justifie les moyens les plus rudes pris pour faire échapper les hommes à la violence. Voilà, ça ne peut pas être plus simple que ça. Alors, on voit ici ce qui fait problème justement dans la réponse à notre question de départ, puisque si la fin de la politique est bonne, empêcher les hommes de s'autodétruire par une violence généralisée non contenue, mais il se peut que la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir justifient, je cite, les moyens les plus rudes, ou bien, je cite encore, requièrent des moyens que la morale réprouve. Ces deux petites citations, je les emprunte à quelqu'un dont le nom va vous dire forcément quelque chose, Édouard Balladur. Voilà, Machiavel en démocratie, mécanique du pouvoir, c'est lui qui le dit. D'accord ? Donc, ça veut dire que Balladur revendique le fait que, ben oui, la politique, des fois, c'est pas très propre. C'est parfois cruel, c'est parfois violent, c'est parfois dur, etc., etc. Donc voilà, des moyens que la morale réprouve. Alors, voilà, c'est ça qui fait problème dans notre question, en quelque sorte. Jusqu'où on peut aller dans des moyens que la morale réprouve, alors que la fin elle-même peut être considérée comme bonne. Alors, à l'extrême, on pourrait croire qu'il s'agit, s'il s'agit, de contenir la violence des hommes, on pourrait croire que le prince soit légitimé, par exemple, à se transformer en tyran. D'accord ? Sauf qu'en fait, ce serait sans compter sur la réalité de ce qu'est une société humaine. Troisième argument, donc, pour décrire le monde humain. Si le machiavélisme nous présente le prince comme un possible tyran, imbu de sa puissance, tirant jouissance même de son pouvoir d'écraser le peuple, Machiavel, au contraire, ne justifie jamais l'exercice du pouvoir pour lui-même, comme s'il était à lui-même sa propre fin. Au contraire, il fonde sa démarche donc sur une certaine conception des hommes, on dirait aujourd'hui une forme d'anthropologie, le mot est beaucoup trop moderne pour Machiavel bien sûr, mais également sur une forme de sociologie, c'est-à-dire une réflexion sur ce que c'est qu'une société humaine. Et il remarque une chose, je cite Machiavel, « En toute cité, on trouve ces deux humeurs contraires. Le peuple n'aime point être commandé ni opprimé par les grands désirent commander au peuple et l'opprimer. » Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait un corps social n'est pas seulement un nombre important d'individus qui vivent sur un même territoire. C'est un ensemble animé d'intérêts divergents. C'est donc une entité vivante, ou plus exactement, c'est une entité dynamique, une société humaine. Notamment par la concurrence qui règne entre les hommes. D'accord ? Du fait de la conflictualité qui existe entre eux. Conflictualité permanente entre les membres d'une société humaine. Au sens strict du terme, il y a donc bien une vie sociale. Ce qui revient à dire qu'une société humaine dans laquelle un tyran, par exemple, exercerait son pouvoir et écraserait toute conflictualité, ne serait plus réellement une société humaine. Si on lit Machiavel tel qu'il l'écrit. De manière un petit peu plus précise, dans cette phrase que je viens de vous lire, il utilise le mot « humeur », qui est un mot très chargé de sens à l'époque où il l'écrit au début du XVIe siècle, parce que c'est un terme médical. Ce sont les 4 humeurs dont on a hérité de la médecine de Galien en particulier, le sang, la pituite, la bile jaune et l'atrabile. Je manipule ces concepts-là tous les jours, vous imaginez bien. Enfin, bon, voilà. C'est-à-dire la compréhension du corps humain. Le corps humain est constitué de fluides comme ça. Or, si on suit exactement l'usage de ce mot, ça veut dire qu'au sens strict du terme, on doit penser le corps social, la santé du corps social, à peu près de la même manière qu'on doit penser la santé d'un corps humain. À savoir que ce corps, il est constitué d'éléments qui doivent s'harmoniser les uns aux autres, il doit y avoir une certaine forme de fluidité, il doit y avoir équilibre entre les différentes forces qui s'exercent à l'intérieur de ce corps, humain ou social. Donc, le rôle du prince, c'est de préserver artificiellement cet équilibre précaire qui existe entre les humeurs des uns et des autres, entre ces intérêts divergents. Ce n'est donc pas de maintenir l'existence de la cité en écrasant
toute expression de ses humeurs, mais en permettant au contraire que ces humeurs puissent s'exprimer. D'accord? Ce qui fait que, dans sa manière même de gouverner, le prince doit être conscient de cette circulation, de cette conflictualité, etc. Et tout son travail va être de faire en sorte que cette conflictualité propre à un corps social ne se transforme jamais en conflit ouvert, en guerre civile, en affrontement entre les petits, les grands, etc. De là, on peut en comprendre que Machiavel était en fait un républicain. Thèse qui est assez partagée en général. C'était un républicain. Pourquoi? Parce que la concurrence, la conflictualité ne deviennent dangereuses que si elles n'ont aucun moyen de s'exprimer précisément. Et comme l'accord entre tous les membres est impossible à obtenir dans une cité, les désaccords, les rivalités doivent trouver à s'exprimer pacifiquement, d'accord, encadrés, dans une implication de tous au sein de l'organisation commune de la cité. D'ailleurs, entre les grands et le peuple, Machiavel a une préférence très nette pour le peuple. Alors pas forcément une préférence au sens moral du terme, si je puis dire, sans doute au sens stratégique du terme. Est-ce qu'il dit la chose suivante, dans Le Prince, au chapitre 9, il dit la chose suivante. « On peut sans injustice contenter le peuple, non les grands. Ceux-ci, donc les grands, cherchent à exercer la tyrannie, celui-là seulement à l'éviter. Le peuple ne demande rien que de n'être pas opprimé. » Vous aurez noté la formule négative qui définit le peuple. Le peuple, il attend une chose du pouvoir, n'être pas opprimé. Qu'on lui foute la paix, quoi. D'accord? Mais qu'on ne l'opprime pas. Bon. Le bon gouvernement des hommes, donc, le bon gouvernement des hommes, c'est pas juste parce que c'est bien, c'est parce que c'est le bon gouvernement, le plus efficace, etc. Implique donc qu'on s'efforce au maximum de laisser le peuple libre. Non pas de l'abandonner à une forme de licence, vous savez, sans retenue, sans digue, mais au contraire, de l'encadrer dans une forme d'autonomie avec des lois qui sont là pour canaliser la conflictualité, etc. Ça veut donc dire que le politique, c'est celui qui fonde la cité par la loi qu'il instaure. Non pas au sens où il crée forcément la cité, parce que les cités, elles existent forcément, ou la plupart du temps, depuis très longtemps, mais au sens où il va donner sa structure à la cité, son unité à la cité, par la loi, par le type de loi qu'il va mettre en place. D'accord? Ça, c'est un thème qui est très, très présent, qui est très déroutant quand on lit Le Prince, par exemple, parce qu'en fait, Le Prince commence par plein de chapitres où Machiavel explique comment un prince doit prendre le pouvoir ou fonder une cité. On a l'impression, on se dit, tiens, on est au début de l'histoire des hommes, là. En réalité, non. L'idée pour lui, c'est que le prince qui prend le pouvoir, même si l'histoire politique est déjà très longue auparavant, eh bien, en quelque sorte, il prend la cité et il instaure la cité par le type de loi qu'il va mettre en place. Donc ça reste totalement moderne encore, parfaitement contemporain. Donc, ce que fait Machiavel, c'est que Machiavel, en somme, dégage, émancipe la politique de toute préoccupation métaphysique, religieuse ou morale. N'étant au service ni d'une providence divine, ni d'une nature bien ordonnée, la politique s'inscrit dans un monde chaotique et n'a pour seul but que d'instituer une autorité au sein des communautés humaines qui assure la protection des hommes contre eux-mêmes. Donc Machiavel constitue la politique comme un domaine d'action autonome qui relève de problèmes et de solutions purement techniques. Et alors qui, pour parvenir à ses fins, nécessite l'usage, le bon usage d'instruments ou d'outils politiques. Deuxième temps, donc, dans mon exposé, si vous voulez bien, les outils politiques que l'homme politique peut avoir à sa disposition. Ces outils politiques que décrit Machiavel, ils ne prennent sens que si on y pense par rapport au recours à l'histoire. Machiavel se réfère en permanence à l'histoire ancienne, grecque, mais surtout romaine. Or, pour lui, il ne s'agit jamais d'inviter le politique qu'il peut conseiller à copier ou à imiter les personnages politiques des temps anciens.
il l'invite simplement à s'inspirer de ce qu'ont pu faire d'autres personnalités politiques. Pourquoi? Ben parce que l'histoire présente des contextes toujours particuliers, des personnages toujours singuliers, des situations toujours nouvelles. Et donc l'histoire ne peut jamais être répétée ou reproduite. Mais s'inspirer du passé pour le prince, c'est donc prendre appui sur la connaissance, c'est pour ça qu'on parlait de l'intelligence de l'époque tout à l'heure, sur la connaissance des exemples passés pour mieux se décider dans le moment particulier dans lequel on se trouve. Il faut insister aussi sur le fait que Machiavel est un homme de la Renaissance, c'est-à-dire d'une époque qui se définit par le développement conjugué, de la science et de la technique. Ça nous paraît une totale évidence aujourd'hui, découverte scientifique, tant qu'application technique. C'est quelque chose qu'on a découvert à l'époque de Machiavel, ça à peu près, 15-16e siècle. C'est vraiment le moment où on se dit, mais au fait, si on comprend les lois de la nature, on doit pouvoir trouver l'usage auquel ces lois vont être bonnes pour nous. Et donc, très concrètement, cela veut dire que, pour ce qui est du problème des êtres humains, si on arrive à comprendre les lois naturelles qui nous permettent de connaître un peu mieux le fonctionnement, entre guillemets, des êtres humains, les êtres humains sont amenés à obéir, et puis ils désobéissent, ils complotent, ils sont égoïstes, ils sont ceci, cela, etc. Si on arrive à comprendre les lois du comportement humain, on doit pouvoir trouver des solutions techniques aux problèmes du gouvernement des hommes. Donc, pour Machiavel, il s'agit de faire ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre réellement la réalité des choses, la réalité de la nature humaine en quelque sorte, pour pouvoir trouver des solutions pragmatiques aux problèmes que l'on rencontre dans l'exercice du pouvoir. C'est pour ça que sur la base de cette référence à l'histoire, et sachant donc la finalité de la politique, le prince doit donc disposer d'un grand panel d'instruments, d'outils, qui ne sauraient donc être justifiés que par une seule chose, leur efficacité. Ça veut dire qu'au sens strict du terme, pour Machiavel, il n'y a pas de jugement moral en politique. On ne condamne ou on ne loue une action politique qu'en tenant compte de la seule réussite de cette action ou de son échec. En d'autres termes, le mensonge vaut autant que la véracité. La cruauté vaut autant que la libéralité. La trahison vaut autant que la fidélité, s'il y a efficacité. Et oui, je sais, c'est pas facile, on résiste un peu en général. C'est le moment où les gens commencent à partir, là. Mais non, il faut rester jusqu'au bout, vous allez voir. Bon. Je vous lis un petit passage d'un autre auteur, de Maurice Merleau-Ponty, dans un ouvrage qui s'appelle Signes, un recueil d'articles, et notamment, il y en a un qui est consacré, qui est très très beau, qui est consacré à Machiavel. Il nous dit la chose suivante: Machiavel ne demande pas qu'on gouverne par les vices, le mensonge, la terreur, la ruse. Il essaie de définir une vertu politique, qui est, pour le prince, de parler à ses spectateurs muets autour de lui, et pris dans le vertige de la vie à plusieurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il insiste sur un point fondamental, Merleau-Ponty, ici. Ça veut dire que les vices, le mensonge, la terreur, la ruse, ne sont pas à rechercher pour eux-mêmes, bien évidemment. Ils ne sont pas des fins en soi. Et le politique ne peut pas considérer qu'il a bien fait son boulot, par exemple, s'il a été cruel avec son peuple. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Le prince, en quelque sorte, n'est pas censé être un monstre froid, immoral, sadique, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire que tout prince qu'il est, il doit bien avoir aussi lui-même en tant qu'homme, sur un plan privé, des qualités morales qu'on attend chez tout le monde. Bon. Sauf que la nature de l'activité politique, avec en particulier ce que Merleau-Ponty appelle la distance et le degré de généralité où s'établissent les relations politiques. La nature de l'activité politique implique que l'action du prince puisse intégrer des éléments apparemment contradictoires. Concrètement, Merleau-Ponty précise que le prince n'est pas un imposteur, le bon prince en tous les cas. Non pas dans le sens où ce qu'il est amené à faire serait contraire à ce qu'il est profondément, mais dans le sens où l'action politique
lui commande parfois de conserver une marge de manœuvre qui peut lui permettre d'aller d'un extrême à l'autre. Machiavel écrit la chose suivante, en parlant du prince, « Il faut qu'il ait l'entendement prêt à tourner selon que les vents de fortune et variation des choses lui commandent, et comme j'ai déjà dit, ne s'éloignez pas du bien s'il peut, mais savoir entrer au mal s'il y a nécessité. » Donc, si l'action politique commande qu'on agisse par la cruauté, le mensonge, la ruse, etc., c'est qu'elle repose aussi, autre instrument politique qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle repose aussi sur l'image qui est liée à la personnalité du prince. Par définition, la politique ne peut pas ne pas se pratiquer dans l'apparence. Quelles que soient les qualités morales du prince, honnêteté, générosité, sincérité, l'essentiel dans la pratique politique, ça n'est pas d'être moral, mais de le paraître. Machiavel dit la chose suivante, « Tout le monde voit bien ce que tu sembles, mais bien peu ont le sentiment de ce que tu es. Et ce peu de gens-là n'osent contredire l'opinion du grand nombre qui ont de leur côté la majesté de l'État qui les soutient. » Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que l'autorité politique, ça n'est pas qu'une affaire de loi ou de contrainte exercée par la force. Ça veut dire que l'un des ressorts les plus importants de l'autorité politique, c'est l'imagination du peuple. Ça veut dire que les hommes font preuve d'une grande légèreté dans leur jugement. Ils sont changeants dans la phrase que j'avais lue auparavant. Ils sont versatiles, ils sont impressionnables, les hommes. Donc, ça veut dire que l'autorité politique repose sur une certaine majesté du pouvoir, sur l'impression qu'il produit, sur le respect presque sacré que son image inspire par tous les apparats qu'il se donne. Tiens, c'est intéressant. Vous avez peut-être vu sur Internet l'image de Macron reprenant ce petit jeune homme-là, qu'il l'appelle Salut Manu, ou ça va Manu, ou je sais pas quoi, et qu'il le remet à sa place en deux phrases, comme ça. Et tout d'un coup, le gamin, il se liquéfie. Tout d'un coup, il comprend que là, en effet, il a fait quelque chose qui n'était pas forcément dans l'ordre des choses. Autrement dit, donc voilà, il y a une image. On n'est pas potes. C'est pas le type de relation qui s'installe. Bon. Donc voilà, il y a l'idée que quelque chose doit être un peu majestueux et impressionnant dans la représentation qu'on a du pouvoir. Bon. Alors, ce qui fait que, du même coup, le respect, il est inspiré par cette image, et donc le prince doit inspirer, à partir de cette image, les sentiments qui vont lui donner autorité véritablement. Je cite encore Machiavel, « Le prince doit se faire craindre en sorte que, s'il n'acquiert point l'amitié, pour le moins il évite l'inimitié. Car il peut très bien obtenir tous les deux ensemble, être craint et n'être point haï. » Ça, clairement, Machiavel, ici, définit une limite à ne pas franchir. Que le prince exerce son pouvoir de manière arbitraire, par exemple, en prenant, je cite Machiavel, les biens et richesses de ses concitoyens et sujets et leurs femmes, et alors il perdra toute autorité sur son peuple. D'accord? Parce qu'il sera craint et aussi haï. Être craint, c'est une chose, mais haï, c'est la limite à ne pas franchir. Il aura échoué dans sa mission, qui est de pacifier et d'unifier la société, alors qu'au-delà, s'il reste dans cette limite-là, ou en deçà, plus exactement, eh bien il est loisible au prince d'utiliser à peu près tous les moyens à sa disposition. Je vous en cite 3 encore pour aller très vite. Par exemple, il n'est pas inutile au prince de disposer d'un pouvoir qu'on peut appeler discrétionnaire. Alors le mot n'est pas chez Machiavel, et d'ailleurs ce sera plutôt théorisé ensuite par un de ses disciples, qui est François Guichardin. Le pouvoir discrétionnaire, c'est un pouvoir, comme son nom l'indique, discret et illégal. Enfin, discret parce qu'illégal. D'accord? On s'occupe c'est ce qu'on appelle le crime d'État, par exemple. Hein. Ce sera la raison d'État, en quelque sorte. Donc voilà, il n'est pas inutile qu'un prince puisse disposer d'un tel pouvoir. Bon. Deuxième élément, vis-à-vis de la religion, c'est très intéressant. Je vais le dire là en 3 phrases, mais ça mériterait d'être bien plus développé. Vis-à-vis de la religion, il ne peut pas être envisagé que la pratique du pouvoir
se soumettent au commandement de la religion. Ça, vous avez bien compris, on se sépare totalement de toute préoccupation religieuse. Bon, mais dans le même temps, la religion, elle est inscrite dans les mœurs d'une société. Et donc, elle est un instrument que le pouvoir peut tout à fait utiliser parce qu'elle a déjà eu, cette religion, une grande efficacité pour canaliser les passions des êtres humains. Donc, le pouvoir prendra garde à ne pas prendre de décisions qui heurtent la sensibilité religieuse de la population. D'accord ? Dans ce sens-là, ça veut dire qu'en fait, Machiavel dit très clairement au prince, il faut donner l'image d'une certaine obéissance ou fidélité à la religion si un jour vous avez besoin de prendre des décisions qui soient en contradiction totale avec les commandements religieux. C'est à ça que ça sert, cette image. Troisième élément, si on considère l'élément de la politique extérieure, au-delà de la population. Les princes étant des hommes comme les autres, ils sont eux aussi animés par la convoitise, et donc la politique extérieure a forcément comme credo, si je puis dire, l'idée de s'étendre en permanence. Il ne faut jamais rester dans ses frontières, parce que c'est ça c'est la porte ouverte à tout, à toutes les conquêtes des autres. Alors soit par le commerce, soit par la guerre. D'ailleurs, il faut noter que pour Machiavel, entre deux peuples, l'état normal des relations, c'est la guerre. Une paix, ça n'est toujours qu'une paix entre deux guerres pour Machiavel. Alors c'est vrai qu'il vit au début du XVIe siècle, et que de ce point de vue-là, on aura à étendre un petit peu la réflexion. Mais au-delà de ça, sur un plan diplomatique, la morale, ne doit absolument pas interférer avec la prise en compte de l'intérêt. Et donc, la ruse étant l'instrument le plus important en politique, eh bien, s'il y a besoin de violer tel contrat qu'on a passé avec un pays voisin, tel traité de paix, etc., eh bien, il ne faut pas gêner, il faut y aller. C'est ce qu'on appelle la realpolitik, en quelque sorte. Alors, j'ai fait un petit tour très rapide de la pensée de Machiavel. Je vous propose un troisième temps que j'ai intitulé Machiavel aujourd'hui. Parce que, évidemment, nous vivons dans un monde qui n'a strictement rien à voir avec celui de Machiavel, et on peut se poser la question de savoir s'il y a encore quelque chose d'actuel ou pas à prendre dans la pensée de Machiavel. Le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir semble laisser entendre que, oui, vous êtes là sans doute pour entendre quelque chose qui vous renseigne là-dessus. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y a chez cet auteur une compréhension de la pratique du pouvoir qui dépasse les contextes politiques particuliers, et en même temps, est-ce qu'il y a chez cet auteur de quoi trouver pour nous-mêmes citoyens, il y a peut-être parmi vous sans doute qui ont des fonctions politiques peut-être, mais au moins à titre de citoyen, est-ce qu'il y a possibilité de trouver chez lui de quoi mieux nous situer par rapport à la chose politique? Pour essayer de répondre à ces deux petites questions très simples, je vais commencer par insister sur 4 évolutions très spectaculaires de notre monde par rapport au sien. C'est très rapide, c'est très facile. Vous voyez peut-être déjà certains de ces éléments. Première évolution très spectaculaire, le domaine du politique s'est étendu considérablement depuis l'époque de Machiavel. Je veux dire par là que tout ou presque aujourd'hui relève de décisions politiques. Jusqu'à la vitesse à laquelle on va rouler avec nos voitures. Faites gaffe, ça commence le 1er juillet, c'est bientôt. Jusqu'au prix, jusqu'à, je sais pas, enfin n'importe quoi, la consommation, tout dépend de la politique. Au-delà de ça, les institutions politiques aujourd'hui sont fondées sur des textes et des traités internationaux pour beaucoup d'entre elles. Notamment traités et textes qui ont été inspirés en grande partie par les catastrophes totalitaires du XXe siècle, qui elles-mêmes étaient inimaginables au XVIe. Et ces textes et ces institutions, elles sont inscrites donc dans des organisations internationales, ce qui fait qu'aujourd'hui, un choix politique est souvent sous la contrainte de juridictions multiples. Bon. Ah, ça, c'est pas trop le problème de Machiavel à son époque, c'est vrai. Deuxième élément très spectaculaire, deuxième évolution très spectaculaire, l'économie, qui joue aujourd'hui un rôle absolument prépondérant, qui se traduit de plusieurs manières, je vais résumer de manière très, très schématique. La mondialisation, où aujourd'hui l'idée même qu'on passe à une forme de démondialisation, enfin, on est peut-être dans une autre phase maintenant,
qui implique en tous les cas une soumission de plus en plus marquée de la décision politique à des impératifs économiques. La marge de manœuvre politique est peut-être d'ailleurs d'autant moins importante qu'aujourd'hui la puissance économique est d'autant plus forte au contraire. Ce qui fait qu'en général, le politique il est pris entre des préoccupations qui sont parfois totalement incompatibles. Entre par exemple le souci de l'emploi, la compétition économique, le respect de l'environnement, un intérêt électoraliste aussi, des promesses qu'on a pu faire auparavant, etc. etc. Voilà, souvent ce genre de situation. Troisième élément qui a beaucoup évolué aussi, la technique, qui implique aussi un bouleversement dans notre rapport, dans le rapport que nous avons au monde et à nous-mêmes. Je veux dire par là que le monde est sans doute beaucoup plus petit qu'avant, au sens où nous avons les moyens de nous déplacer extrêmement vite, de satisfaire nos désirs de manière quasiment instantanée, d'accord, et de voir nos démarches réduites à très peu de choses pour un certain nombre de choses administratives ou tout ce que vous voulez. On n'a plus du tout le même rapport à la matérialité du monde, en quelque sorte, que pouvait l'avoir Machiavel. Et enfin, quatrième point, la médiatisation. Bon, qui est devenu, alors c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai, c'est devenu évidemment un élément totalement central dans nos vies modernes. Il y a eu une évolution quand même très intéressante dans les dernières dizaines d'années que nous avons vécues. Après les journaux, la radio, la télévision, vous avez le développement des chaînes d'infos en continu, vous avez le développement d'Internet, et puis aujourd'hui les réseaux sociaux qui occupent une place absolument déterminante, qui fait que tout est devenu objet d'information. Or, le domaine politique est soumis lui-même, de plus en plus, au moins à une injonction de transparence, par exemple. Toute décision peut être passée au crible des médias, et puis tout propos peut être conservé, interprété, commenté dans tous les sens, et surtout par tout le monde. Et puis même n'importe comment. Bon. Alors, c'est quelques remarques pour dire que, évidemment, la politique aujourd'hui est infiniment plus compliquée qu'au temps de Machiavel. Ça, je pense qu'on peut dire ça sans trop de risque. Parce que le monde lui-même, parce que les sociétés elles-mêmes sont bien plus complexes, bien plus compliquées que dans le passé. Pourtant, si on laisse de côté toute préoccupation de type idéologique, si on fait abstraction toute orientation politique, libéral social, chrétien-démocrate ou je ne sais quoi, si on laisse de côté tout ça, la nature même de l'exercice du pouvoir politique reste à peu près la même chose. Il s'agit toujours de contenir les intérêts divergents à l'intérieur d'une communauté, il s'agit toujours de trouver des alliés, de neutraliser ses adversaires, il s'agit toujours de trancher, il s'agit de maintenir des équilibres, de faire des compromis, d'accepter un recul ici pour avancer là, etc., etc. La nature même de la chose politique reste à peu près la même. Bon. Ça ne signifie pas ce que je suis en train de dire, bien évidemment. Ça ne signifie pas qu'on doive tout passer aux politiques. Ça ne signifie pas qu'on doit fermer les yeux sur les revirements politiques ou des politiques ou sur les pratiques scandaleuses que certains peuvent avoir parfois, souvent. Ça n'implique pas non plus qu'on n'attende pas des hommes et des femmes politiques, par exemple, la défense des droits de l'homme ou l'égalité des femmes et des hommes. D'accord ? Mais entre la formule de Bergson, Henri Bergson, qui disait que en politique, les grands principes, c'est bon seulement quand on est dans l'opposition. J'adore cette formule. Et de l'autre, une forme d'angélisme béat qui croirait naïvement à l'absolue sincérité d'un discours politique, eh bien, il y a une zone intermédiaire, une zone grise, un peu floue, qui est le domaine de l'action politique. Or, ce que nous permet de comprendre Machiavel, c'est que nous restons, me semble-t-il, c'est ça la leçon que j'essaie moi de retirer de Machiavel, c'est que nous restons, me semble-t-il, dans un rapport très naïf avec la politique. Ce qui est d'autant plus étonnant puisque nous pouvons lire Machiavel et qu'au lieu de nous offusquer de ses propos en les enfermant dans le faux concept de machiavélisme, diabolique, etc., nous devrions plutôt nous instruire des ruses du pouvoir et de la pratique du pouvoir. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est Rousseau qui avait fait cette hypothèse
que peut-être Machiavel s'adressait moins au prince qu'au peuple, pour l'instruire de ce qui se passe dans la cuisine, comme disait Churchill. Deux illustrations à ce propos-là. Deux petites illustrations très simples. La première illustration, c'est la question du mensonge. Le mensonge en politique. Alors, pas le mensonge de Cahuzac, hein. C'est plus de la politique, là, dans ce cas-là. D'accord ? Je parlerai plutôt du mensonge au sens, par exemple, une promesse électorale qu'on n'aura pas tenue. Ou bien le fait de dire non, il n'y a pas eu de rançon pour libérer tel otage français, etc. Bon. Il est bien clair, vous connaissez tous la phrase de Charles Pasqua, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ben, il avait raison. En politique, il a raison. C'est absolument cynique de dire ça. Je suis un peu gêné de le dire, mais en gros, il a un peu raison. Je veux dire par là que, imaginons un homme politique qui tient une promesse. D'accord ? Il a fait une promesse dans sa campagne électorale et boum, 6 mois après, 1 an après, il la tient. Bon. Pourquoi est-ce qu'il la tient ? Probablement pas par rigueur morale et par respect de la parole donnée. Probablement pas. Ça ne lui enlève pas ce souci d'être rigoureux moralement, d'un point de vue personnel, etc. Mais sur le plan politique, c'est probablement pas pour cette raison-là. Il tient cette promesse probablement d'abord parce qu'il le peut, parce qu'il peut la tenir, parce que le contexte fait que c'est possible, et aussi sans doute parce qu'il a intérêt à faire croire à sa rigueur morale et à la parole donnée. D'accord ? Parce que, par ailleurs, si le contexte ne lui permet pas de tenir cette promesse, il ne va pas s'enferrer dans cette promesse pour ensuite le regretter parce que le contexte n'y est pas favorable, etc. etc. D'accord ? Il est très facile aussi, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de terrorisme, par exemple, ou de libération d'otages, il est très facile de comprendre que nous savons bien, en effet, que très souvent, sur des questions comme celle-là, par exemple, le mensonge, par omission ou délibéré, vaut bien mieux que la vérité. C'est une évidence. D'accord ? Est-ce que vous savez où sont les terroristes ? Ah non, 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 on ne sait pas où ils sont. Si, ils le savent sans doute, mais enfin, ils ne vont pas le dire comme ça à la télé, quoi. On voit bien d'ailleurs avec les infos en continu que ça pose de très gros problèmes. Deuxième petite illustration de notre naïveté, si vous voulez bien. Puisque tout aujourd'hui doit aller vite et que la satisfaction de nos désirs ne peut pas attendre, eh bien nous considérons souvent la politique comme un bureau des réclamations. Et les personnalités politiques souvent comme de simples, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais comme de simples guichetiers qui sont désignés pour recevoir nos récriminations, par exemple. Encore une fois, hein, sans aucun mépris évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on s'adresse, comme ce petit gamin là hier, chacun y va de sa petite question personnelle, souvent en fonction de ses intérêts propres, en fonction de sa situation singulière, etc. Et nous sommons la plupart du temps les politiques de répondre par oui ou par non, et de s'engager formellement comme s'ils promettaient simplement d'être à l'heure demain matin au rendez-vous qu'on leur a fixé. Or, il se trouve que le paradoxe dans notre rapport à la politique, c'est que nous ne voulons pas, nous n'arrivons pas à la voir pour ce qu'elle est réellement, et qu'en fait nous projetons sur elle notre relation à la morale, dans l'exigence de transparence par exemple. Nous projetons sur elle notre relation à nos désirs, dans l'exigence de solutions rapides et positives par exemple. Et que donc nous nous érigeons plus souvent, me semble-t-il, en juge ou en consommateur, qu'en citoyen averti, critique, informé, responsable. Ça veut dire que dans un monde de plus en plus complexe, c'est ça le paradoxe, nous avons une conception toujours de plus en plus simplificatrice de la politique. Et donc, nous devenons de plus en plus incapables de comprendre les décisions politiques. Elles sont sûrement elles-mêmes de plus en plus complexes, du fait donc de cette complexité, et du fait également du décalage entre le temps long de la politique et le temps court de l'information et de la consommation. Et comme les grandes idéologies n'ont pas donné les résultats merveilleux qu'on en attendait, paraît-il, eh bien la politique apparaît toujours plus comme ce qu'elle est, en fait, depuis toujours, et Machiavel nous le dit clairement, à savoir une sorte de bricolage
plus ou moins réussis par des personnalités plus ou moins talentueuses. D'où le rapprochement, je fais encore une citation de Valadier dans ce livre, d'où le rapprochement que Valadier fait entre Machiavel et un autre philosophe qui est comme ça dans cet entre-deux, Nietzsche. Et il écrit la chose suivante, il insiste sur la volonté de suggérer l'entremêlement de toute chose, l'impossibilité de trancher avec certitude entre bien et mal, la découverte de l'ambiguïté et de la fragilité de toute réalité soumise au temps et à la mort. Donc, exactement l'inverse de la perversité, mais une mise en garde contre les simplismes qui croient savoir de quoi ils retournent exactement avec le pouvoir. Voilà de quoi nous instruit Machiavel. C'est pas si simple que ça, tout est mélangé, tout est confus, etc. Et en somme donc, si on s'offusque que la fin en politique justifie les moyens, du moins vous aurez compris j'espère, ne faut-il pas entendre par là n'importe quelle fin. Et du même coup, n'importe quel moyen non plus. Donc le scandale avec Machiavel ne se trouve peut-être pas tant dans la description qu'il fait de la réalité du pouvoir, mais dans le prétexte qu'on y trouve pour justifier n'importe quoi à titre d'instrument politique. Voilà pourquoi je laisserai la conclusion à Merleau-Ponty, qui conclut son essai sur Machiavel de cette manière-là. Il y a une manière de désavouer Machiavel qui est machiavélique. C'est la pieuse ruse de ceux qui dirigent leurs yeux et les nôtres vers le ciel des principes pour les détourner de ce qu'ils font. Et il y a une manière de louer Machiavel qui est tout le contraire du machiavélisme, puisqu'elle honore dans son œuvre une contribution à la clarté politique. Je vous remercie de votre attention.